ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On voit bien toute la panique installée à Ottawa suite aux tarifs qu'a évoqué Donald Trump à appliquer dans nos échanges à la balance commerciale avec le Canada. Il y a des pays qui réagissent avec un peu moins de nervosité, beaucoup plus d'assurance. On en discute avec Fabien Major, notre chroniqueur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Pierre. Donc, la Chine n'entend pas se laisser mener par le bout du nez par Donald Trump, si je comprends bien? Effectivement, c'est une guerre d'ego qui est commencée. Donald Trump ne veut pas perdre la face avec toutes les promesses. Il veut passer pour un dur, surtout au niveau des pays qui font des affaires commerciales avec les États-Unis. Et la Chine, culturellement, ne veut jamais perdre la face. Mm-hmm. Et déjà, on a mentionné qu'on est prêt à utiliser le monopole chinois sur la production de métaux stratégiques dans diverses technologies, là, comme les puces informatiques, les applications militaires, dans les téléphones cellulaires. On sait que les terres rares, c'est capital. Et la Chine a quasiment un monopole de ce côté. Elle a fait des ententes avec plein de pays africains où on trouve des terres rares, mais sur son propre territoire, il y en a aussi. Alors, dans cette guerre commerciale qui n'est pas commencée, mais qui va peut-être éclater, Pékin mentionne également que là, on ne se laissera pas faire. Et si il faut arrêter carrément l'exportation de ces terres rares et métaux stratégiques, ben on va le faire. Et évidemment, les États-Unis, ils ont une soif incommensurable de métaux de toutes sortes stratégiques pour les composantes électroniques. Et ça peut être aussi pour l'intelligence artificielle. Bref, toutes les compositions, les puces informatiques, on sait que c'est très en demande. Et pendant la pandémie, on se rappellera, Pierre, que au niveau véhicule, il y avait rareté parce qu'on n'était pas capable de mettre la main sur des puces, des composantes électroniques pour finir, justement, terminer l'assemblage de véhicules. Alors, de ce côté, je pense que Donald Trump devra se calmer le ton avec la Chine parce qu'ils ont vraiment les moyens de faire mal aux États-Unis. C'est incroyable. Qui aurait cru, il y a 10 ans, ou en tout cas 20 ans, qu'on aurait cette conversation, que la Chine menace les États-Unis de couper les vivres sur certains matériaux si importants pour notre insouciance occidentale. C'est quand même incroyable. Et qu'un président américain, à l'arrivée, tout fantasque, en disant « c'est comme ça, Made America First », et qu'en bout de ligne, les gens font comme « non, excuse-moi, si tes électeurs ont avalé ta bouillie, nous, c'est non, tu sais. » Oui. Dans toutes les écoles où on enseigne, par exemple, le commerce international, on enseigne la pensée stratégique. C'est-à-dire que si tu fais tomber une pièce de ton jeu de domino, il faut que tu penses non pas à la 3e, 4e, mais peut-être à la 100e pièce qui va tomber. Mm-hmm. Et celle-là va faire très mal aux États-Unis. Elle a déjà interdit les exportations de gallium, de germanium et d'antimoine. Ce sont des métaux stratégiques ou rares. On les connaît pas très bien, mais c'est utile et c'est même nécessaire. Ça, hein? Oui, exactement. Dans la haute technologie, on en a besoin. Et effectivement, les Américains qui veulent augmenter peut-être le poids militaire à l'échelle mondiale. Imaginez si des pays comme le Canada plient les genoux et disent « OK, on va augmenter nos dépenses militaires », mais ils ont besoin aussi des composantes électroniques qui rentrent dans la fabrication de chars et d'avions et de drones. Quelle position incroyable de négociation pour hausser les tarifs dans une situation comme celle-là. Juste concrètement, moi je me rappelle, il y a 1 an à peu près, les gens qui achetaient un véhicule, je ne le nommerai pas pour pas faire de publicité, pouvaient pas avoir 2 clés pour le démarrer, pour le débarrer, parce qu'il était en pénurie de matériaux, puis il fallait attendre pour avoir la 2e clé. Je veux dire, c'est très, très concret. On peut penser aux pagettes du côté d'Israël. On peut penser à toutes sortes d'enjeux. Le réseau satellite dont on dépend tant, l'Internet, tout ça, c'est incroyable. Les conséquences potentielles de ça, on peut pas fanfaronner, comme tu dis, au niveau international. Non. Il faut planifier longtemps d'avance. Au Canada, en tout cas, on est un peu... le roi est nu ici. Le roi Charles est tout nu à Ottawa actuellement devant Donald Trump. Effectivement, c'est lui qui a une position de pouvoir supérieure à celle de Justin. J'en suis pas mal sûr. Et parlant d'Ottawa, tu voulais me parler d'une mesure, le CELIAP. Donc, le CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la propriété. C'était ça? Oui. Pour l'achat de la première propriété. Okay. Et c'est une mesure phare, sans doute, de Justin Trudeau, parce qu'il voulait augmenter l'accès à la propriété. Remarquez que, oui, l'argent est important dans l'accès à la propriété, mais c'est beaucoup plus la disponibilité et carrément les infrastructures. Est-ce qu'il y en a des maisons? Est-ce qu'il y en a des maisons neuves? Est-ce qu'il y a des condos disponibles? Lui, il s'est attaqué à, justement, l'aspect monétaire. Mais c'est déjà détourné. Des confrères planificateurs, planificatrices ont trouvé d'autres utilités
Comment et ça? on constate aujourd'hui que le CELIAP de Justin ne sert pas sa mission qui était aider les jeunes familles, mais ça aide les plus riches à s'en mettre un peu plus de côté. Comment ça? Parce que le CELIAP, le principe, c'est la même chose que le CELI, sauf que c'était pour un accès à la propriété. Puis quoi, où est la passe? Comment on peut utiliser ces sommes-là à d'autres fins? Oui, ben la passe, c'est qu'on a un maximum à cotiser dans son REER. Si on a dépassé le maximum et qu'on est propriétaire d'une maison, on peut, parce qu'on ne nous l'interdit pas, cotiser au CELIAP et remplir 8 000 $ de plus par année si ces REER sont pleins. Et puis, le gouvernement a dit, ceux qui n'achètent pas une maison, ben dans 15 ans, ils vont pouvoir diriger les sommes du CELIAP dans leur REER. Ce qui fait qu'on ajoute de l'argent, même si on n'y a pas droit dans son REER, et ça fait une croissance à l'abri de l'impôt, puis surtout, ça donne des déductions fiscales. Et c'est quand même incroyable, même pour les gens, disons, pré-retraités qui arrivent à la retraite, là, 60, 65 ans, ils cotisent 8 000 par année pendant 5 ans, transfèrent le tout dans un REER avant 71 ans. Et là, la valeur du REER, elle est bonifiée. Et puis, durant cette période-là, on peut même se soustraire à des impôts dans les premières années qu'on décaisse les différents régimes. Quelqu'un qui, par exemple, a accès avec ses revenus à presque le maximum de ses revenus disponibles pour avoir la pension de vieillesse. Et s'il enlève donc de ses revenus en cotisant au CELIAP, il va ressortir des pensions de vieillesse, peut-être à pleine mesure, et ainsi, on enlève sans doute des montants, des centaines, des milliers de dollars à des gens qui en auraient bien plus besoin. Là. Ce qui est souvent, donc, c'est souvent le cas. Bonne nouvelle pour un particulier qui a vu la faille. Mauvaise nouvelle pour les finances publiques dont on parle trop peu souvent, honnêtement, ici. Moi, je vais te poser une question puisque tu es là puis tu t'y connais. Ouais. Est-ce que, au niveau de la fiscalité en général, il y a pas beaucoup de partis qui ont envie de parler de ça, sauf les partis très, très à gauche, mais est-ce que les entreprises, la répartition des impôts collectés, est-ce que ça pourrait pas faire l'objet d'une commission non partisane, comme on a fait pour l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on pourrait pas s'asseoir et dire, est-ce qu'on va chercher tout ce qu'il nous faut au niveau de nos revenus à l'État dans les activités économiques d'aujourd'hui? Je pense évidemment à des entreprises, c'est toutes les quincailleries qui ferment parce qu'on peut acheter nos poignées de porte chez Amazon, mais les quincailleries devaient payer leurs impôts. Est-ce qu'Amazon paye ses impôts? Y a-t-il pas matière à avoir un grand débat de société non partisan sur un sujet comme ça? Absolument, parce que au Canada, au Québec aussi, la richesse, on focus tout le temps sur le revenu, alors que sur la valeur nette, sur l'actif, c'est là qu'il y a des points d'impôt à aller chercher chez les plus riches des plus riches. Évidemment, je parle pas des gens qui ont peut-être 1 million, 2 millions avec une maison puis quelques REER. Là, ça devient banal. Qui sont quand même dans une tranche de revenus qui sont raisonnables. Mais chez les ultra-riches, il est vraiment facile de camoufler ses revenus avec que du gain en capital qui s'accumule et on peut avoir des sommes qui sont investies dans la brique ou dans des investissements qui ne dégagent pas de dividendes. Mais jamais on s'est attaqué sur la valeur nette de certains de ces ultra-riches. Il est peut-être temps qu'on le fasse, justement, parce que, évidemment, les finances publiques, quand on pense hier aux finances d'Ottawa, avec plus de 40 milliards, c'est incroyable. Est-ce que je me trompe, Fabrice? Je ne veux pas trop étirer notre temps, mais est-ce que je me trompe? Mais quand on dit 60 milliards de déficit, ça veut dire ça que, grossièrement, chaque Canadien de tout âge, de 0 à 99 ans ou à 104 ans, a aujourd'hui charrie une dette de 2 000 $ chacun. Parce qu'on est 30 millions. C'est ça? C'est le calcul du monde? Oui. Bien sûr. Et même les bébés, les personnes âgées. Ah là là. Fabrice, faut qu'on se reparle parce que c'est tellement important. C'est l'argent de tout le monde. On travaille pour financer nos activités. Il faut aller chercher l'impôt qui nous va avec ça. Merci beaucoup, Fabrice. En effet. Salut. Merci. Au revoir.